Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h18, le petit déjeuner politique, c'est Olivia Grégoire ce matin, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable et candidate aux législatives. Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. Le nouveau gouvernement attendu en ce début de semaine, qui à Matignon, hommes ou femmes, de droite ou de gauche, la priorité du pouvoir d'achat, la surenchère sur le SMIC, 1500 € net selon Jean-Luc Mélenchon, les conséquences de la guerre en Ukraine, le burkini dans les piscines, la fin du masque, autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Est-ce que vous attendez d'abord ce matin le nom de la future personnalité à Matignon? Je l'attends posément, calmement, peut-être avec plus de calme que pas mal de monde, mais c'est une question d'heure, je crois que c'est imminent. Après, j'ai envie de dire deux petites choses. Je pense qu'il ne faut pas de précipitation dans ces moments. On est quand même dans une situation qui est assez historique. C'est la première fois, et tout le monde le sait, qu'un président est réélu sans cohabitation, qui prennent 2 semaines, pour choisir la personne qui va donner l'impulsion de ces 5 prochaines années, en tout cas des prochaines années, qui va être en charge de réformes majeures au service du pouvoir d'achat, de la transformation des institutions, qui prennent un peu de temps, me semble de bonne aloi. Et je le répète, la patience, pour moi, est mère de sûreté. Je pense qu'on peut comprendre qu'il ait pris un petit peu de temps. Le suspense s'arrête, c'est une question d'heure. Je crois que c'est aujourd'hui. Il a pris du temps aussi parce qu'il y en a certains ou certaines qui ont dit non. Je ne sais pas, ça parle vous êtes beaucoup. Bien informé. Oui, mais j'écoutais Sud Radio, une très bonne gauche. Radio, il y avait Arlette Chabot il y a quelques minutes. Elle le rappelait à juste titre. Il sait tenir un secret. C'est un homme qui sait tenir un secret. J'ai beau être membre du gouvernement, je ne suis pas dans le secret du prince. Je n'ai aucune certitude. Je ne sais pas du tout qui va être nommé Premier ministre aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que c'est imminent. Ce que je crois, c'est qu'une première équipe gouvernementale sera nommée cette semaine avec une douzaine de ministres importants. Oui, Olivia Grégoire, vous venez des rangs de la gauche. Donc pendant des jours et des jours, on a parlé de quelqu'un qui devait être issu aussi des rangs de la gauche, d'une femme. Et là, on parle de Catherine Vautrin qui vient de la droite. Alors, ça vous déçoit un petit peu ou pas? Vous me connaissez un peu, Patrick Roger, je suis direct. Je viens plutôt du centre droit, moi. J'ai grandi au centre droit. On parle de Catherine Vautrin, on parle d'Elisabeth Borne, on a tout entendu et son contraire. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il faut quelqu'un de solide. Une femme, c'est un signal fort. On commande beaucoup les vies politiques. On rappelle assez peu que c'est quand même En Marche qui a assumé la parité au Parlement, assumé et mis en place la parité au sein du gouvernement. Il faudrait une femme, j'y suis favorable. Je ne suis pas obsédé des origines politiques. Est-ce qu'il faut une femme par l'efficacité? Une femme pour une femme, vous savez, c'est quelque chose qu'on entend souvent en tant que femme. Il faut une femme compétente, et il y en a beaucoup. Voilà. Donc on va trouver. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont et femmes et compétentes. Parce que parfois, c'était pas dans votre bouche, mais l'idée qu'une femme pour une femme serait antinomique de la compétence ou de l'efficacité. Non, il y a des femmes compétentes, il y a des femmes engagées qu'on voit pas toujours sur les plateaux télé, mais qui font énormément de travail au plan local. Vous avez cité certains noms, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en mesure d'être Premier ministre. Et peu importe, parce que c'est vrai, tout à l'heure je suis allé un peu vite, vous êtes plutôt centriste. Mais c'est pas grave, je suis En Marche, donc peu importe les origines. Donc, mais aujourd'hui, à la fin, on finit par confondre. Et je suis En Marche mais c'est intéressant, parce que peu importe d'où on vient. Non, mais toutes les sensibilités. Est-ce qu'il faut quand même une sensibilité politique pour la personne qui va être nommée, compte tenu justement des élections, de ce qui s'est passé au second tour au premier tour de la présidentielle et puis des perspectives des législatives? Bien sûr qu'il faut une sensibilité politique. Je vous dirais qu'il faut évidemment que la personnalité en charge d'animer le collectif gouvernemental ait plus qu'une sensibilité, je dirais, une forte identité politique. Mais vous savez, on parle beaucoup du passé. Toi, tu viens de la droite, toi, tu viens de la gauche, toi, t'as voté ci, toi, t'as pas voté ça. Ce qui nous caractérise quand même chez En Marche, et on en parle souvent avec Stanislas Guerini, c'est que ce qui compte, c'est ce qu'on va faire, pas forcément d'où on vient. La datation carbone des origines par exemple, politiques. De la gauche, quoi. Mais voilà, et moi, je viens plutôt de la droite, et on s'entend très bien, et on vote ensemble sur le projet qu'on veut conduire pour la France. Peu importe la datation carbone de ton engagement politique. Peu importe que Catherine Vautrin, finalement, elle, était plutôt contre le mariage pour tous. Ce seront des sujets qui seront à lui posés, si tant est que ce soit elle qui soit nommée. On en parle beaucoup, vous m'autoriserez à attendre la nomination définitive, parce que jeudi, il y avait d'autres noms, vendredi, il y avait d'autres noms, ça c'était le nom de ce week-end. Attendons la nomination définitive, elle est imminente. Il y aura une surprise qui va sortir du chapeau, quoi.
Que ce soit une femme, déjà, sera, je ne sais pas si c'est une surprise, mais sera une affirmation extrêmement forte. Vous savez comme moi que ça fait des décennies qu'on l'attend et que Édith Cresson l'a été. Il est grand temps désormais d'afficher une seconde femme à Matignon. Oui, un mot aussi, parce que vous avez côtoyé Jean Castex, là. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de votre ancien patron, puisque ça va être votre ancien patron dans quelques heures? Je retiens 3 choses qu'il a dites avec beaucoup d'émotion lors de son dîner de départ, jeudi soir. La modestie, on est serviteur. Vous savez, ministre en latin, ministère, ça veut dire servir. Ne jamais l'oublier, matin, midi et soir, servir. Servir la France, servir les Français. Deuxièmement, on ne fait rien tout seul. Il l'a redit, on lui a offert un maillot de rugby, c'est pas un hasard. Le collectif, essayer de jouer son propre jeu ne sert à rien. On est là pour être au service des Français, on est là pour bosser ensemble. Troisième chose, je n'oublierai pas que c'est le Premier ministre qui s'est le plus déplacé en France, plus de 300 déplacements, sans forcément tout le temps des caméras ou de la presse quotidienne régionale. C'est quelqu'un qui est extrêmement attaché à nos territoires et qui l'a démontré au-delà des mots par sa présence sur le terrain. C'est un Premier ministre qui a été extrêmement présent sur le terrain. Oui, c'est ça. Alors vous êtes candidate aux législatives. Oui, vous êtes candidate aussi pour repartir dans un gouvernement. Je suis d'abord, on va faire les choses dans l'ordre, je suis d'abord candidate et j'ai passé tout le week-end sur le terrain pour regagner la 12e circonscription de Paris, 15e Nord et 7e arrondissement Sud. Je dois parler avec mes concitoyens, écouter leur jugement sur mon action au sein du Parlement pendant 5 ans, ma proximité avec eux, avec leurs préoccupations. Et je suis totalement concentré là-dessus aujourd'hui pour ces élections des 12 et 19 juin. Ensuite, chaque chose en son temps. On verra, je souhaite être réélu et ensuite on verra si je peux être à nouveau utile au président dans un gouvernement. Oui, vous avez lu la charte justement. Bien sûr, je l'ai même signée. Oui, vous l'avez signée. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quand même dans cette charte, on s'engage à propager la méthode et à encourager lors des votes Emmanuel Macron. Enfin, je schématise, mais on s'engage à soutenir le président de la République, ce qui me semble être de bonne loi. Quoi qu'il en soit, pas quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'il en soit, quoi. Oui, et non pas quoi qu'il en coûte. Moi, j'ai passé 3 ans et demi à la Commission des Finances. On a beaucoup accompagné les Français, mais on a aussi, avant la crise, beaucoup stabilisé le déficit en 2018. Faut-il le rappeler, nous sommes sortis, c'est important, de la procédure de déficit abusif, et donc nous avons ensuite eu la crise à gérer. Moi, je pense qu'on est parlementaire en marche, enfin désormais Ensemble et Renaissance pour ce nouveau nom. Et que ce qui m'importe, je vais vous dire très simplement, c'est que le pays ne soit pas bloqué dans les années qui viennent. Nous avons des circonstances économiques qui vont se tendre. Il va falloir agir. Il va falloir voter dès cet été ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificative. Il faut qu'on ait une majorité. Pourquoi? Pas pour se faire plaisir. Parce qu'il faut qu'on indexe les retraites sur l'inflation, parce qu'il faut qu'on mette en place le bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année. En signant cette charte de l'éthique des candidats, est-ce que ça veut dire qu'on s'engage à refuser de critiquer éventuellement le gouvernement? Pas du tout. Et Emmanuel Macron. Non, pas le gouvernement, mais Emmanuel Macron. Non, moi j'ai 5 ans de vie parlementaire dans les jambes, si je puis dire. On n'a jamais empêché personne de voter, notamment sur les sujets de société. Parce que vous n'aviez jamais signé une telle charte, si? Oui, mais vous savez, il n'est pas obligé de signer une charte pour avoir un engagement moral. Moi, l'engagement moral, comme nombreux de mes amis parlementaires, on l'a depuis 2017. Quand on est gêné aux entournures par un sujet, notamment un sujet de société, on n'est pas obligé de voter pour, on peut s'abstenir. Cette liberté demeurera. On demande du collectif sur notamment le sujet du projet de loi de finances, parce que ce sont des projets de loi majeurs et qu'il faut financer les réformes. Mais cette charte ne vient que qu'entériner une pratique qui est celle de la majorité. Moi, je trouve que c'est bien de décrire les choses, c'est plus clair. Et ça annonce la couleur. On est là pour agir au sein d'une majorité, pour mettre en place le projet pour lequel les Français ont voté. Oui, alors à propos d'éthique, il y a eu cette affaire Taha Bouaf, évidemment, qui aujourd'hui n'est plus candidat. Mais du côté de la France Insoumise, on dit, nous on a fait le ménage, alors que par exemple, au sein de la majorité, il y a des candidatures problématiques, comme celle par exemple de Jérôme Perra, qui a été condamné pour des faits de violence conjugale. Qu'est-ce que vous y répondez ? J'y réponds que déjà, je trouve qu'on fait beaucoup de bruit autour de ce monsieur dont les pratiques Taha Bouaf sont quand même condamnables depuis un moment, que ça occupe beaucoup de place dans l'espace médiatique. Et je pense que, à votre avis? Je sais pas. Vous savez, moi j'évite de donner des bons points, des mauvais points. J'ai vu une Clémentine Autain très gênée hier en plateau, expliquer qu'il avait fallu, je reprends ces mots aussi, protéger son mouvement politique.
Bon, je trouve que tout ça n'est pas très clair, qu'aujourd'hui, pour essayer de s'en sortir, ils essayent de que mettre... les femmes parlent d'ailleurs de la France insoumise, qu'elles aillent en justice. Je n'y ai rien du tout. Je remarque juste qu'il a fallu plusieurs jours pour que les choses soient dites et pour que ce monsieur ne soit pas investi. Je remarque, c'est tout. Qu'on a essayé de gérer ça en interne, comme on dit joliment, alors même qu'on se fait parfois le chantre de la défense des violences conjugales. Bon, que pour se défendre, ils attaquent la majorité, rien de neuf sous le soleil. C'est de bonne guerre, et c'est classique. C'est vrai, Jérôme Perra, ça en a choqué certains. Écoutez, quand même. on va voir déjà comment s'en sort Jérôme Perra. Je crois que c'est en Dordogne. On va voir s'il parvient à accéder au second tour, et on verra ensuite s'il est élu et si ces éléments sont de nature à mettre en cause son élection. Moi, je reste très calme vis-à-vis de ça. On a tous été en maternelle, on a tous été en cours de récré. Moi, je m'en souviens assez bien, c'était il n'y a pas si longtemps. Et alors, quand on était pris le doigt dans le pot de confiture, on disait c'est pas moi, c'est le voisin. Regardez, chez le voisin, il mange aussi de la confiture. Ça ressemble un peu à ça, ce que fait la France Insoumise ce matin. Olivia Grégoire, il y a la priorité aussi du gouvernement et puis pour beaucoup de Français du pouvoir d'achat. C'est plus important. Oui. Sur quoi faut-il aller? Est-ce qu'il faut continuer cette politique du chéquier ou alors les boucliers tarifaires, les mener en même temps? Que faut-il faire? Deux choses. Vous qui êtes justement à Bercy. Et qui a beaucoup appris aux côtés de Bruno Le Maire. Déjà, je vais reprendre, et vous m'y autoriserez, la politique du chéquier. J'étais hier encore sur le marché de Grenelle. Quand je parle aux artisans, aux boulangers ou aux bouchers le long du marché aérien dans Paris, on me dit pas qu'on a eu la politique du chéquier. On me dit plutôt merci madame, parce qu'accessoirement le fonds de solidarité ou le prêt garanti d'État ou le chômage partiel m'ont permis de maintenir mon activité pendant le Covid. Bah oui, mais bien sûr, il ne faut pas refaire les matchs. Donc c'était indispensable et je suis fier que ce gouvernement l'ait fait. Le cas échéant, on n'en serait pas là au niveau économique. Premièrement. Donc oui, on a soutenu, et le quoi qu'il en coûte n'est pas éternel, on l'a dit, on y a mis fin. Désormais, ce qu'il faut, et ce qu'on a commencé à faire, c'est une politique économique qui est très ciblée pour aider ceux qui sont le plus frappés par la hausse des prix. Bien évidemment, nos concitoyens qui représentent les catégories les plus populaires et qui font par exemple beaucoup de routes, qui se déplacent beaucoup et qui ont aujourd'hui deux problématiques lourdes, l'essence, le gasoil et aujourd'hui l'énergie, le chauffage à la maison. On a mis en place un bouclier tarifaire. Dès que la majorité, et c'est pour ça qu'il est important que nous l'ayons, sera en mesure d'agir après les élections législatives, il y aura dès le mois de juillet, pas en septembre, ce qu'on appelle un PLFR, projet de loi de finances rectificative, pour prolonger le bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année 2022. Confirmer la baisse de 18 centimes par litre et peut-être en faire un peu plus pour ceux qui en ont un peu plus besoin. Désormais, il faut cibler. C'est pas qu'on change de pied, c'est qu'on a accompagné tout le monde pendant la crise et que désormais, il faut désormais cibler mieux pour éviter de dépenser bêtement pour des gens qui n'en auraient pas besoin. Bah oui, parce que là, évidemment, c'était indifférent en fait, en fonction pendant la crise, oui. Désormais, il va nous falloir cibler pour que la dépense publique soit plus efficace. Nous ferons aussi dès l'été, il faut le dire aux Français, l'indexation des retraites en milieu d'année sur l'inflation, la suppression de la redevance audiovisuelle et la mise en place de deux dispositifs majeurs pour les travailleurs, la prime Macron, défiscalisée, désocialisée, et la baisse des charges pour les indépendants. 550 € d'économie par an pour un indépendant au niveau du SMIC, ça n'est pas anodin. Olivia Grégoire, il nous reste 1 minute 30 sur le Burkini avec le conseil municipal de Grenoble qui va débattre aujourd'hui de ça. Le Burkini dans les piscines municipales, votre position ? Ma position est très claire et elle est très cohérente avec celle du préfet qui s'est exprimé hier. Déjà rappeler qu'Éric Piolle prend cette décision contre l'avis de 40 élus de sa majorité au sein même de la métropole. C'est une façon aussi de démontrer que l'alliance de gauche NUP est plutôt une alliance pour avoir des sièges plutôt qu'une alliance d'idées, puisqu'ils ne sont pas d'accord. Nous avons 40 élus de la majorité d'Éric Piolle qui sont contre cette disposition votée à 15h. Si elle était votée, le préfet informerait M. Piolle et prendrait des mesures nécessaires pour rappeler que c'est une mesure qui met directement en danger la laïcité. Et moi, je suis extrêmement clair. Ça existe à Rennes depuis quelques années déjà. On parle ici de Grenoble et de l'instrumentalisation d'Éric Piolle sur ces enjeux qui sont des enjeux communautaires. Et sur cette même radio, Sud Radio, ce matin, j'entendais Sarah qui disait d'Alliance citoyenne. Je crois que ça n'est pas la priorité des Français. Elle l'a dit bien mieux que moi et je suis totalement d'accord avec son propos. Oui, merci Olivia Grégoire. Merci la fin du masque obligatoire, vous continuerez quand même de le prendre, vous, dans les transports ou pas ? Moi, je le prends assez souvent, mais c'est plutôt parce que je suis une jeune maman d'un tout petit bout et j'essaye de faire attention. Mais je pense que beaucoup de Français font comme moi, de façon libre. Voilà, chacun du fait bon sens et des précautions. Et puis le sens du collectif. Merci Olivia Grégoire, secrétaire d'État en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable. Merci à vous. Bon, mais encore pour quelques heures. Et candidate aux législatives. Et candidate aux législatives. Merci.